Et bienvenue sur NutriCast, la première plateforme média consacrée à des émissions audio sur la phytothérapie et la micronutrition. On s'intéresse plus particulièrement au monde des compléments alimentaires en rencontrant pour vous les laboratoires et entreprises qui formulent, qui fabriquent ou qui distribuent ces produits. Nous mettons en avant les meilleures pratiques du secteur afin que vous puissiez mieux comprendre ce que vous consommez. Et c'est une excellente occasion de faire connaissance avec ces hommes et ces femmes passionnés par leur métier qui consiste à s'occuper de votre bien-être. Et aujourd'hui, je vous propose de parler du fameux équilibre acido-basique avec Bruno Aubrio, le fondateur du laboratoire Aromacelt. Bonjour Bruno. Bonjour Fabrice. On parle de l'équilibre acido-basique aujourd'hui avec vous Bruno, et ce n'est pas un hasard évidemment puisque vous avez créé le laboratoire Aromacelt en vous appuyant sur cette notion d'équilibre acido-basique. Avant d'en parler un peu plus en détail, revenons sur votre parcours puisque vous avez créé Aromacelt, mais avant cela vous avez été praticien pendant près de 15 ans en cabinet, c'est bien cela ? Oui, c'est ça, j'étais homéopathe uniciste pendant 15 ans à peu près, avec des journées au cabinet intenses. Puis j'ai décidé de créer Aromacelt entre 2009 et 2010. On a démarré l'aventure en 2010 sur un concept, l'utilisation des huiles essentielles bien évidemment, mais surtout l'équilibre acido-basique, puisque c'est quelque chose qui semble nouveau, mais qui est très ancien, j'ai envie de dire, que la médecine française découvre depuis une dizaine d'années, mais en Suisse, c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs décennies, voire un siècle. Et donc, ça, c'est primordial pour la santé. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui en parlent, mais c'est pas nouveau. Effectivement, et on va comprendre aujourd'hui pourquoi est-ce que la situation actuelle fait que les gens en parlent beaucoup plus. Et pour entrer dans le vif du sujet, Bruno, dites-nous d'abord simplement ce qu'est l'équilibre acido-basique. Alors, c'est quoi l'équilibre acido-basique ? C'est simplement votre organisme, pour qu'il puisse fonctionner correctement, il doit être aux neutres à peu près. On peut pas, nos cellules ne peuvent pas vivre dans un environnement qui soit acide. Je prendrai comme exemple, vous prenez un soda très au cola très connu, vous mettez un morceau de jambon dedans, et puis très rapidement le jambon va se dilater, simplement parce que le coca, cette boisson au cola a un pH de 2. Notre organisme, il doit être au neutre, c'est-à-dire qu'aux alentours de 7, et on sait que le pH sanguin, pour être en vie, doit se situer entre 7,35 et 7,45, ce qui fait que l'organisme va déployer tous les moyens pour maintenir le pH sanguin dans ces valeurs-là. En dehors de ces valeurs, vous décédez. Donc l'organisme, il va déminéraliser ou acidifier le reste de l'organisme. Alors pour rappel, le pH est une échelle qui va de 0 à 14. 0, il n'y a pas de vie. 7, c'est le neutre, et 14, c'est hyperalcalin, il n'y a pas de vie non plus. Et on rappelle que le pH sert ici d'échelle de mesure de l'acidité et de l'alcalinité. Donc vous l'avez compris, cet équilibre acido-basique a un rôle majeur. Quelles sont les conséquences d'une trop grande acidité et comment est-ce que l'on mesure cela ? Alors c'est hyper important puisque si votre organisme devient acide, eh bien le système immunitaire va être affaibli, c'est-à-dire qu'on va avoir une immunodépression, on va avoir un système glandulaire qui va être en hypofonctionnement, donc un pancréas qui va moins fonctionner, une thyroïde qui va moins bien fonctionner, le foie qui va moins bien fonctionner, etc. Enfin tout va moins bien fonctionner. Et puis petit à petit, alors on va chroniciser ou développer des maladies chroniques. Alors l'hyperacidose est rarement la cause d'une maladie, mais c'est un facteur aggravant ou déclenchant. Un prix Nobel de médecine allemand a mis en évidence il y a quelques années, quelques décennies, que une cellule cancéreuse se développe 10 fois plus vite sur un terrain acide que sur un terrain basique. L'acidité n'est pas la cause du cancer, mais il favorise le développement. Alors comment on va le mesurer ? On ne mesure pas le pH du sang parce que si le pH sanguin n'est pas bon, ça veut dire que vous êtes mort, donc ça n'a pas d'intérêt. On va simplement mesurer les urines. Alors on les mesure 3 fois par jour avant manger, le matin, le midi et le soir. Et puis on regarde à peu près les valeurs de ce pH qui doit se situer aux alentours de 6,8. D'accord, donc un simple test urinaire, mais j'ai pas l'impression que ce sont des tests que l'on nous fait régulièrement, je me trompe ? Alors c'est pas du tout pratiqué en médecine de ville ni en médecine hospitalière. Quand moi je suis arrivé à Saint-Brieuc, quand je demandais aux patients de le faire, d'ailleurs mon surnom c'était le docteur Pipi, parce que tous mes patients, je leur faisais faire pipi sur des bandelettes. C'est très très simple à effectuer. Les bandelettes, ça vaut 4-5 euros. On fait pipi dessus, ça prend une couleur, on regarde.
Et on fait ça sur une semaine. Et puis, si c'est acide, on met en place des mesures correctives et on recontrôle régulièrement pour voir si on maintient un bon niveau. D'accord, donc on n'a même pas besoin d'aller en laboratoire, on le fait chez soi en fait. Non, oui, voilà, c'est hyper simple, c'est peu onéreux puisque ça va coûter, je vous dis, à peu près 5 euros. Ça va demander d'y consacrer 10 secondes 3 fois par jour avec 15 secondes. Donc c'est relativement simple et précis et ça donne vraiment des indications précieuses pour le praticien pour après la prise en charge de son patient. Et aujourd'hui, trouver des gens qui soient basiques, c'est mission impossible puisque on a 2 facteurs principaux qui vont acidifier le terrain. Le premier pour 30%, c'est l'alimentation. C'est-à-dire qu'une mauvaise alimentation va potentiellement acidifier l'organisme à hauteur de 30%. Et les 70% restants sont principalement liés au stress. 70% de ce déséquilibre lié au stress et 30% à l'alimentation. Précision utile car on pourrait penser le contraire. Et vous dites qu'on est nombreux à être en déséquilibre. Oui, à peu près 99,9% des gens. Même si les gens mangent normalement, aujourd'hui, vivent dans une situation où il y a zéro stress, zéro pollution, ça devient une mission difficile, hein, même sur les îles, au soleil. Les gens il y a toujours du stress, hein, il suffit d'ouvrir les journaux, il suffit d'être confronté au monde du travail, enfin tout un tas de situations anxiogènes avec des degrés plus ou moins forts. Mais voilà, c'est une réalité. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est hyper anxiogène et la situation que l'on vit aujourd'hui, elle n'y aide pas beaucoup. Et alors quel est l'autre pendant de ce déséquilibre ? Il y a toujours donc 2 extrémités. Soit on est trop acide, donc en acidose, soit on est trop alcalin, c'est ça ? Oui, bon, alors trop alcalin, c'est difficile d'y être. Ça veut dire que la personne consommerait de manière importante ou à outrance des minéraux, puisque un terrain acide, c'est ni plus ni moins un terrain qui est carencé en minéraux, et notamment le carbonate de calcium et de magnésium. Donc, ce serait plutôt chez des personnes qui ont une surconsommation de compléments alimentaires de cet ordre-là et qui, du coup, seraient dans la même problématique, soit un terrain trop basique, a les mêmes problématiques qu'un terrain trop acide. D'accord, avec les mêmes conséquences, c'est-à-dire un organisme immunodéprimé. Bon, Bruno, vous dites que quasiment tout le monde est en acidose, et donc c'est lié à une carence en minéraux. C'est lié à une carence d'une part de par l'alimentation, hein, ça c'est la première chose. Et puis le fait d'être stressé, en moyenne, on consomme entre 5 à 10 fois plus de minéraux que lorsqu'on n'est pas stressé. Donc, alors un terrain acide, c'est un terrain où on va avoir beaucoup d'ions hydrogène, hein, d'où le pH qui est le potentiel hydrogène. Le fait de surconsommer, c'est-à-dire que la consommation est supérieure aux entrants, donc on va avoir un déséquilibre. Et nos systèmes tampons, qui sont notre réserve alcaline, hein, calcium, magnésium, eh bien, elles s'épuisent petit à petit. Si le terrain est bon, il est neutre, il y a une situation de stress qui apparaît, eh bien, les systèmes tampons vont rééquilibrer. Au bout de 3 jours, on revient au neutre. Mais si le stress est maintenu pendant des jours, etc., eh bien, le système tampon s'épuise parce qu'on n'a pas l'alimentation qui nous permet de recharger la consommation des minéraux. D'accord, qu'on a effectivement, donc nous on a à la base on a un capital en minéraux qu'on va solliciter et qu'on va utiliser en fonction notamment, vous l'avez dit, à 70% lié au stress, et donc du coup effectivement on va l'épuiser dans cette réserve et on va se retrouver en terrain trop acide. C'est ça. Et alors, je voulais vous demander, parce que là, on est quand même dans une situation qui est extrêmement, on va dire, à plus d'un titre, stressante, à la fois parce qu'on est confiné, parce que les informations, quand on les regarde, déjà, d'habitude, c'était pas Radio Bonne Nouvelle, mais en général, là, c'est encore pire. Est-ce que la situation actuelle peut entraîner davantage, en tout cas, d'acidité et avoir des répercussions sur la santé ? Bien sûr, et tout à fait. Je serais étonné qu'à la sortie de ce confinement et de cette pandémie, que les gens soient plutôt en bonne santé. Au contraire, parce qu'il suffit de regarder les flashs d'infos et on nous promet presque la fin du monde, chacun y allant un peu de son expertise, sa contre-expertise, en veux-tu, en voilà. Et du coup, les gens sont très très inquiets et à juste titre. Donc du coup, ils abaissent leur système immunitaire et ce qui est à craindre,
craindre, c'est, alors sans forcément au déconfinement, que les gens contractent le Covid, mais vont être beaucoup plus sensibles à des pathologies quelles qu'elles soient, quoi. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'en fait finalement ce confinement on se préserve de s'exposer au Covid en quelque sorte, mais pour autant on a un système immunitaire qui s'affaiblit parce on va développer beaucoup plus d'acidité liée au stress, et donc quand on va ressortir peut-être qu'il y aura moins de possibilités en termes de cas et de transmission, mais aussi infime soit-elle, on sera plus exposé du coup. C'est ça, le système immunitaire sera moins efficient et du coup, le risque, c'est bon, pour le moment, il n'y a pas d'épidémie de gastro parce que lié au confinement, du coup, on a moins d'épidémies de gastro, etc. Mais le risque, c'est effectivement, on va avoir des gens qui sont fragilisés liés à la période de confinement et au stress, hein, et du coup seront plus sensibles ou plus sujets à contracter tout type Oui, voilà, pas que le Covid en bactéries, fait, quoi. tout en Non, fait. non, non, tout, oui. Non. Si on fait le constat que 70% de cette acidose est liée au stress, il est vraiment important de se pencher sur des outils comme la méditation, le yoga et le sport, tiens aussi. Est-ce que c'est bon également ? Alors, le sport, oui, et c'est important, mais le sport, de manière trop importante, va aussi favoriser l'hyperacidose. En faisant du sport, on génère de l'acide lactique. Et les sportifs de haut niveau sont des gens qui sont hyper stressés pour deux raisons. D'une part, parce qu'ils font beaucoup de sport, donc beaucoup d'acide lactique. Ils n'ont pas toujours une alimentation adaptée. Et puis, ils ont un stress énorme lié à la pression des résultats, j'ai envie de dire, et la pression des sponsors qui pas de résultat, eh bien les sponsors chez les sportifs professionnels peuvent dire à tout moment On arrête tout, et c'est vrai que pour les sportifs, finalement, c'est le double effet qui se coule, car au-delà de la fabrication de l'acide lactique, il y a aussi, c'est certain, le stress généré par l'obligation de la performance et des résultats. et du coup le sportif trop acide, parce que ce sont un peu des Formule 1 de l'organisme, la moindre blessure ou le moindre pas de travers fait qu'il se blesse facilement parce que l'hyperacidité on a parlé du système immunitaire, mais ça crée un terrain inflammatoire, et puis après, du coup, des blessures qui sont plus longues à récupérer, etc., quoi. Bien, alors vous avez compris, vous qui nous écoutez sur NutriCast, aujourd'hui, vous êtes en acidose. Voilà, ça, c'est le constat. Maintenant, on va faire une toute petite pause musicale, et puis Bruno, si vous voulez bien, on va évoquer comment améliorer ce terrain quand même, et comment rétablir l'équilibre. Ça vous va ? Ça me va, parfait. Voilà, un peu d'espoir. NutriCast, aujourd'hui nous parlons d'acidose avec Bruno Aubrio, le fondateur du laboratoire Aromaceld. Alors on parlait de cet équilibre acido-basique et plutôt de ce déséquilibre, devrais-je dire. Quels sont les conseils que vous pourriez donner pour limiter ce déséquilibre ? Alors, il y a plusieurs niveaux de conseils. Même si l'alimentation intervient que pour 30%, c'est déjà le facteur le plus simple sur lequel les patients peuvent agir. C'est de corriger leur alimentation de manière à ce qu'elle soit le moins acidifiante possible. Alors pour ça, on va éviter tous les plats préparés, plein d'excipients, d'édulcorants, de machins, etc. Donc ça, c'est la première chose. Et qu'est-ce qui va apporter des minéraux ? C'est de favoriser les légumes, favoriser les produits frais, les fruits, éviter la cuisson, voire bannir la cuisson au micro-ondes et revenir à des cuissons soft de manière à préserver les qualités nutritives des aliments. Et il y a des aliments qui sont acides, d'autres qui sont basiques, des aliments qui sont acides au goût mais acidifiants. C'est là où toute la subtilité, parce que concrètement, le citron, au niveau du goût, est très acide, mais pris tout seul, il est alcalinisant puisque riche en vitamines et en minéraux. Oui, vous avez dit c'est nuance, c'est-à-dire qu'un aliment peut être acide au goût, mais finalement alcalinisant en effet. C'est le cas des agrumes, par exemple. Il y a une liste qui est très intéressante, qui classe les aliments par leur potentiel acidifiant. C'est la liste PRAL, P-R-A-L. On tape dans n'importe quel moteur de recherche sur Internet et vous allez avoir une liste qui dit les aliments s'ils sont alcalinisants ou acidifiants.
Et donc, on considère qu'il faille, parce que avoir une alimentation 100% basique, c'est impossible, puisque par exemple, les protéines sont acidifiantes. Une protéine, quand elle se dégrade, c'est de l'acide urique, donc c'est acidifiant. Et les protéines, il en faut. On peut pas ne pas consommer de protéines. D'accord, alors dans ce secteur et pour ce sujet, peut-être encore plus qu'un autre, on a donc besoin de se complémenter, de se supplémenter plutôt. Et la transition, j'ai envie de dire, elle est toute trouvée, et j'en parlais dans l'introduction brièvement, sur le laboratoire Aromacell, puisque vous avez bâti, vous avez fondé ce laboratoire en pensant vos produits autour justement de ce fameux équilibre acido-basique. Expliquez-nous un peu. Bien, donc moi j'ai voulu créer des produits à base d'huile essentielle, d'abord pour sécuriser l'utilisation des huiles essentielles pour tout le monde, à la fois le prescripteur et le patient. Et puis je me suis dit pourquoi pas aussi, comme la plupart, allons-y, 100% de la population pour généraliser est en hyperacidose, ça veut dire que tout le monde a besoin que l'on agisse sur le terrain acide, et a fortiori ceux qui ont une pathologie. Et quand je suis arrivé en Bretagne, moi j'ai découvert une algue qui pour moi est extraordinaire, c'est le lithothame, qui a l'avantage de contenir, selon les provenances, jusqu'à 60% de carbonate de calcium. Et le carbonate de calcium, c'est notre réserve alcaline. Donc le concept Aromacell, ça a été d'associer cette algue lithothame avec des huiles essentielles. In fine, on a des huiles essentielles en poudre qu'on met en gélule, ce qui facilite l'absorption, l'utilisation, puisque le consommateur a avalé 1, 2 ou 3 gélules, et le prescripteur, lui, il sécurise en disant eh bien, à son patient, voilà, je vous prescris de chez Aromacell du digestif, de l'urinaire, du sérénité, etc., en fonction de la pathologie de la consultation. Et le patient va avoir cet apport de lithothame qui va permettre de corriger l'hyperacidité. D'accord, donc c'est le lithothame, cette algue riche en carbonate de calcium, qui est efficace pour alcaliniser notre organisme. C'est même très très efficace, parce que un terrain en hyperacidité, on a 2 manières de l'aborder. Soit on va mettre des chélateurs, c'est-à-dire des produits qui vont neutraliser les acides. Pardonnez-moi Bruno, je vous interromps juste pour préciser à nos éditeurs qu'un chélateur, c'est un agent qui va se fixer aux ions pour aller les stabiliser, c'est bien cela? C'est ça, qui va emprisonner les acides, notamment les ions hydrogène, et puis on espère que les voies urinaires les éliminent plus ou moins. Mais en faisant de la chélation des acides, notamment on chélate avec des citrates, on ne recherche pas la réserve alcaline. Alors, soit on met les patients à vie sous citrate, et puis on emprisonne les acides au fur et à mesure, plus ou moins, c'est plutôt moins que plus, mais on ne recherche pas la réserve alcaline. Alors que le lithothame n'est pas du tout chélateur, il va recharger la réserve alcaline de l'organisme, et l'organisme va pouvoir remettre en route ses systèmes tampons et gérer cette hyperacidité normalement, ce qui est beaucoup mieux dans le fond que de mettre un chélateur des ions hydrogène, fait que les gens vont quand même rester acides, et les systèmes, que ce soit immunitaires, digestifs, etc., sont toujours en souffrance liée à l'hyperacidité. D'accord. Et donc vous utilisez ce lithothame et vous l'associez à des huiles essentielles que vous proposez donc finalement sous forme de poudre. Ça, c'est une vraie innovation, non? Vous l'avez breveté, ce procédé? Voilà, ça c'est une innovation, c'est une invention que j'ai mis au point entre 2009 et 2010, et que j'ai déposé un brevet. On est les seuls à proposer ce double concept, ou cette double thérapeutique dans les huiles essentielles, avec une action sur l'équilibre acido-basique. Quand on parle huiles essentielles, on pense d'abord à la forme liquide. Vous les proposez sous forme de poudre. Est-ce que c'est pas moins efficace finalement? Non, c'est pas moins efficace, c'est même plus efficace, puisque le lithothame ayant un pH de 9, déjà la première action, c'est que l'acide chlorhydrique qui est dans l'estomac, qui permet la dégradation du bol alimentaire, ne va pas détruire les actifs des huiles essentielles, ne va détruire 0 actif. On sait par exemple, quand vous prenez une molécule aussi simple que le paracétamol, quand il est dans l'estomac, l'acide chlorhydrique va en détruire un certain pourcentage.
Alors là, le fait que ce soit en poudre, eh bien, l'intégralité des huiles essentielles va passer cet estomac sans avoir été altérée, et on aura du coup une biodisponibilité à 100%, une libération du lithothame et des huiles essentielles au niveau de l'intestin. L'intestin va prendre le carbonate de calcium, libérer les huiles essentielles, et donc du coup, on aura une biodisponibilité totale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le fait que ce soit avec du lithothame, on sait par exemple si vous prenez une huile riche en phénol comme la sarriette, pour ne citer que celle-ci, eh bien si vous la mettez directement dans l'estomac, vous allez brûler un peu la langue, l'œsophage et puis les parois de l'estomac. Et là, avec ce concept d'huile essentielle en poudre, il n'y aura pas du tout d'effet délétère au niveau digestif, bien au contraire, une meilleure tolérance également digestive des huiles essentielles. Que si vous la prenez pure, que ce soit sur un comprimé neutre, du miel ou n'importe quoi, eh bien si vous prenez de la sarriette, vous allez avoir des renvois de bouquets garnis toute la journée, quoi. D'accord. Et alors donc du coup, c'est quoi? Ça se présente sous forme de gélule? Voilà, donc le concept se présente sous forme de gélule, qui a permis aussi donc de la sécurisation de ce produit, c'est que j'ai utilisé des formules que j'ai utilisées en cabinet pendant 15 ans chez des patients, des formules qui marchent, qui ont donné d'excellents résultats. Donc c'est vous qui formulez aussi? C'est moi qui formule, D'accord. c'est mon savoir depuis plus de 20 ans, et les formules fonctionnent bien. Donc les mélanges sont faits de manière à ce que les mélanges ne soient pas explosifs, parce que si vous faites votre mélange chez vous à la maison, eh bien rien ne nous garantit pas que vous mélangiez pas deux huiles essentielles qui soient incompatibles entre elles et qui créent un effet toxique pour l'organisme. C'est vrai qu'on pourrait en parler de la toxicité de certaines huiles essentielles quand elles sont prises comme ça un petit peu sans savoir, en mélangeant, en disant bah tiens je vais prendre un peu de ci, un peu de ça, j'ai lu que c'était bien le mélange des deux. Vous du coup vous proposez des synergies toutes faites, basées sur une Oui. formulation qui elle-même s'appuie sur plus de 15 ans d'expérience. Voilà, sur 15 ans d'expérience, et puis sur même si on en parle peu, il y a quand même beaucoup d'études qui sont des études en milieu hospitalier ou dans des universités, comme au Maroc par exemple, sur les huiles essentielles. C'est-à-dire que c'est quand même une médecine ancestrale, hein, puisque les Égyptiens utilisaient déjà les huiles essentielles. Donc c'est une combinaison de mon expérience et puis des travaux universitaires qui ont pu être faits sur les huiles essentielles. Moi, j'invite les auditeurs quand même à être prudents, notamment sur Internet, parce qu'on voit, quelquefois, je vois des formules qui me font dresser les cheveux sur la tête, parce que certaines formules sont potentiellement dangereuses, quoi. Et justement, qu'est-ce que vous pensez de certains produits qui associent plus d'une dizaine d'huiles essentielles? Bah, alors, pour moi, c'est un non-sens que de mettre 10, 20, 30, 40 huiles essentielles, parce que effectivement, on va réduire la dose de chaque huile essentielle, et puis on va avoir des microdoses d'actifs. Euh, ça n'a pas vraiment de sens. Par contre, d'un point de vue marketing, ça fait chic, ça fait bien. Mais les huiles essentielles, c'est pas un produit marketing. Les huiles essentielles sont des produits thérapeutiques, hein, ce sont des produits efficaces, ce sont des produits puissants. Et on ne doit pas mélanger, à mon sens, plus de 7-8 huiles essentielles différentes en respectant les principes actifs qu'il y a dedans et la combinaison de ces principes actifs. Si vous mélangez 30 ou 40 huiles essentielles, je défie quiconque scientifique de me dire ce que l'on obtient réellement en bout de chaîne, quoi. Et qu'est-ce que du coup le consommateur va recevoir en termes de mélange, quoi. Bruno, quand on connaît la puissance des huiles essentielles, n'y a-t-il pas un manque de réglementation les concernant dans la mesure où n'importe qui peut en vendre sans connaissance particulière? Tout à fait, l'impact peut même être dramatique, hein. Alors l'Europe et les États membres travaillent sur la réglementation des huiles essentielles. Alors, on a beaucoup de choses à faire, parce que, comme vous le disiez, Fabrice, on peut trouver des huiles essentielles dans des magasins de discount, etc. Des huiles essentielles dont on ne connaît pas la provenance, on sait pas exactement quelle huile essentielle dont il s'agit. Donc, oui, les huiles essentielles devraient, à mon sens, être commercialisées uniquement dans des points de vente où il y a des gens formés pour conseiller les huiles essentielles, donc à savoir les pharmacies, les magasins diététiques, et pas n'importe où, que ce soit dans les grandes surfaces ou que ce soit dans ces discounters.
Et encore, il faudrait même que les magasins, que les personnes en pharmacie ou dans ces magasins diététiques aient eu aussi une connaissance des huiles essentielles, ce qui n'est pas forcément le cas. On peut aller en pharmacie demain, demander une huile essentielle, et comme il y a beaucoup de produits et que la première mission de la pharmacie, c'est d'abord le médicament, moi, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des personnes, des pharmaciens ou des préparateurs qui connaissaient pas du tout les huiles essentielles. D'ailleurs, ils vous disent, regardez, il y a un petit calepin, il faut lire, mais bon, ils savent pas vraiment. C'est fréquent. Tout à fait, c'est fréquent. Hein. Le peu de pharmaciens ou de préparants en pharmacie connaissent les huiles essentielles, et c'est vrai que eux, ils sauraient faire sur, ce qu'on me dit, les petits livrets qui sont mis à disposition du grand public, mais sans n'auront pas forcément le réflexe de dire chez quelqu'un qui est asthmatique de pas mélanger une huile à phénol avec une huile qui contient du cinéole, parce que on sait que ça crée un bronchospasme. Oui, il faudrait les former. Alors, nous, chez Aromacelt, depuis qu'Aromacelt existe, on forme les pharmaciens, on forme les prescripteurs à nos produits, et en même temps aux huiles essentielles, parce que les huiles essentielles, vis-à-vis des autorités, parce qu'on était sur ce sujet-là, qui du coup sont en train de légiférer, mais eux-mêmes, connaissant pas les huiles essentielles, sont plutôt sur une dynamique où, par exemple, pour parler de la France, où à un moment donné, la France voulait interdire complètement les huiles essentielles. C'est pas la solution. Il faudrait mieux réglementer en faisant appel à des experts comme nous au sein du laboratoire, en disant les huiles essentielles, voilà, il faut cadrer ou mettre un cadre législatif qui permet de sécuriser leur utilisation. En tous les cas, vous, chez Aromacelt, donc, vous proposez des synergies déjà dosées, déjà toutes faites, ce qui nous évite de faire nos mélanges nous-mêmes à la maison. Et pour revenir au contexte actuel, quelle est la synergie ou quelles sont les synergies que vous préconisez et pour quel effet ? On a chez nous un complexe qui s'appelle Digestif, qui est un mélange d'huiles essentielles avec des huiles essentielles qui ont des propriétés antivirales, antibactériennes puissantes. Mais pour ne citer que quelques-unes, vous avez là, tout à l'heure je parlais de la sarriette, qui est une bombe antibactérienne antivirale. Vous avez Cinnamomum camphora, le Ravinsara, qui est une huile antivirale et vous avez la cannelle, vous avez toutes ces huiles qui sont antibactériennes, antivirales. Voilà. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas le donner aux enfants parce qu'il y a beaucoup de phénol dedans, mais très efficace. Un autre produit qui est intéressant, et alors j'ai vu que la NSM a émis une alerte hier sur toutes les plantes qui sont immunostimulantes, le shiitake, le maitake, l'echinacea. Donc c'est un peu chez nous la combinaison des deux produits, c'est utiliser le défense immunitaire qui contient l'echinacea, shiitake, maitake et le lithotame, puisque il y a du lithotame partout chez nous. Et puis ces huiles essentielles qu'on va retrouver dans le produit digestif. D'accord. Et alors, pour jouer sur le stress, sur le côté un petit peu bien-être, zen, relaxé, vous avez quelque chose ? Oui, on a à peu près 35 références au catalogue. D'accord. Et pour le côté zen, on a un produit ce qui s'appelle Sérénité. Alors, j'ai fait en sorte que les noms des produits soient simples et lisibles pour le prescripteur et le consommateur. Donc, le Sérénité qui lui contient de l'huile essentielle de lavande, qui contient de la marjolaine à coquille. La marjolaine coquille est une huile essentielle qui est sérotoninergique. C'est la seule qui favorise la sécrétion de sérotonine. Elle contient de la mandarine rouge, une huile essentielle extraordinaire, à mon sens, sur le système nerveux. La mandarine rouge, c'est une huile essentielle, même quand on la sent, on a l'impression d'être en Espagne, c'est le soleil, il n'y a pas de souci, c'est les tapas, la fête, etc. C'est l'olfactothérapie, c'est ça, quand on, grâce aux odeurs, on peut apporter une solution bien-être. Complètement. Non, c'est effectivement ça. Et alors vous avez dit l'Espagne, les tapas, d'accord, je vois où vous vouliez aller cet été en vacances. Voilà, hein, donc c'est vraiment cette huile essentielle, c'est une des huiles essentielles que moi je préfère, l'huile essentielle de mandarine rouge, pour ce côté vraiment apaisant, qui amène un calme extérieur et intérieur. On aurait bien besoin en ce moment, je peux vous le dire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, c'est notre meilleure vente, hein, le Sérénité, et notamment moi j'ai comme anecdote un confrère qui a la phobie des avions.
Et il y a quelques années, c'est au tout début d'Aromacelt, lui, quand il prend l'avion, il prend une benzodiazépine. Et puis, au séminaire, c'était un séminaire d'homéo-uniciste. Et il se rend compte le dimanche soir, pour retourner chez lui, qu'il a oublié sa benzo à l'hôtel. Et il commence à partir en panique. Et j'avais du sérénité avec moi. Je lui ai fait prendre une quantité un peu industrielle parce que voilà, j'ai pris moi la responsabilité de lui donner une dizaine de gélules et il a pu prendre l'avion tranquille. Et c'est la première fois où il n'était pas dans le potage et il a pu prendre l'avion sans être complètement à l'ouest. Non mais c'est vrai que c'est important en plus que vous soulignez en dehors de l'anecdote, c'est que l'impact psychologique, quand on sait, c'est comme un asthmatique qui sait qu'il n'a pas sa ventoline par exemple, il a 2 fois plus de chances de générer une crise. Oui. Et lui, c'était le cas. Le fait de savoir qu'il n'avait pas sa benzo, qu'il devait prendre l'avion, c'était juste pas possible. Ça a augmenté sa crise d'angoisse. Ah d'accord. Et donc du coup ça a fonctionné et ok, donc le Serenity chez vous. Sérénité, oui. Sérénité. Pardon. Sérénité, ouais. Ouais, je sais pas pourquoi je dis Serenity à anglaise. Hein. Ouais. En anglais, voilà, parce qu'on les a aussi en anglais. C'est Serenity effectivement pour l'export. Je dis ça pour tous nos auditeurs qui nous écoutent dans le monde entier. Voilà. Merci pour ces précisions, Bruno. Et pour revenir sur l'équilibre acido-basique, je vais quand même répéter ces données qui sont pour moi les chiffres du jour, les chiffres à retenir, puisque nous sommes donc, vous l'avez dit, quasiment tous en acidose, qui elle-même est liée à l'alimentation pour 30% seulement. Et même si c'est significatif, je veux dire, mais c'est surtout lié au stress pour 70%. Et ça, c'est énorme. Il est donc vraiment important de miser sur le développement du bien-être. Je crois qu'on est dans une ère où maintenant c'est plus le travail qui prime et les jeunes générations, quand je dis les jeunes, c'est les jeunes de aujourd'hui qui ont 20-25 ans, ont compris que il fallait d'abord s'épanouir dans la vie et mettre de la qualité à la vie plutôt que de la vie, essayer de mettre de la vie à la vie, quoi. Donc aujourd'hui, on a tout intérêt à réfléchir, à faire en sorte que les gens soient le mieux possible dans leur tête et dans leur corps. On va se quitter avec ce joli message, Bruno. Merci beaucoup. Merci à vous et merci à tous les auditeurs. Bruno Aubriot, fondateur du laboratoire Aromacelt, avec nous aujourd'hui sur NutriCast. Merci encore. Émission à retrouver sur nutricast.fr, à écouter et surtout à partager. À très vite.